Hello tout le monde et bienvenue dans ce nouvel épisode de Nuances et Perspectives. Donc c'est l'épisode 6 et aujourd'hui on va parler d'un sujet qui pour moi devrait être un sujet au cœur de n'importe quelle éducation mais qui ne l'est pas. C'est la nutrition. Alors à l'école on apprend plein de choses, hein. On apprend la trigonométrie, on apprend comment sont, de quoi sont composés les basaltes, le granit, tout ça, mais on n'apprend pas à bien se nourrir. Et ça, c'est fou. C'est fou pour moi parce que il y a deux choses qui sont extrêmement importantes dans l'hygiène de vie. La première, c'est la plus importante, c'est le sommeil. C'est vraiment extrêmement important. On fera un podcast sur le sommeil, mais il faut que je fasse pas mal de recherches et il y a pas mal de choses intéressantes à dire. Après, je sais pas si je pourrais tenir plus de 20 minutes à parler de sommeil parce que c'est quand même un sujet qui est assez compliqué. On peut vite rentrer dans, euh, dans de l'expertise et dans des contenus très scientifiques qui ne sont pas le but de ce podcast. Et là, du coup, le deuxième aspect qui est super important dans la vie, c'est la nutrition. Donc, la nutrition, c'est quelque chose d'extrêmement important parce que ça va vraiment régir toute ta vie, tu vois. La qualité de ton alimentation va déterminer à quel point tu es fatigué, ton niveau d'énergie, ton niveau sportif, tes performances sportives. Parce que dans nutrition, j'inclus aussi hydratation, bien sûr. Et c'est quelque chose qui est super important. Et du coup, le but de ce podcast, ça va vraiment être de vous apprendre, enfin, sauf pour ceux qui le connaissent déjà, mais ça fait pas de mal, quelques piqûres de rappel. Ça va être de vous apprendre à vous nourrir de manière équilibrée, à adapter son alimentation à son mode de vie et à ne pas tomber dans certains pièges marketing qui sont notamment les régimes miracles qui ne marchent pas et qui font... Enfin, je vous expliquerai pourquoi ça ne marche pas et quel est le but derrière tous ces régimes miracles qui sont purement marketing. Alors, pour parler de la nutrition, moi j'ai commencé à m'éduquer sur la nutrition quand j'ai commencé à avoir 20 ans, tu vois. En fait, depuis tout petit, je mange comme un bâtard. On va pas se cacher les choses, hein. Je mange n'importe quoi, tu vois. J'ai tout le temps bouffé toutes les sucreries, les princes, les brownies, les gâteaux au chocolat, les crêpes, tout ce que tu veux. J'en ai toujours énormément mangé. Mais je faisais pas mal d'activités physiques, du coup, j'ai jamais eu. Et j'avais un très bon métabolisme. Oula! J'ai un très bon métabolisme aussi, on va pas se mentir. Du coup, j'ai jamais pris de gras, malgré le fait que je bouffais comme un demeuré. Et un jour, tu vois, j'arrive, j'ai 17, 18 ans. Non, peut-être, ouais, 18 ans. Et là, je continue à bouffer comme un taré. Et qu'est-ce qui se passe, tu vois? 17 ans, 18 ans, ta période de croissance, elle est terminée. Et du coup, qu'est-ce qui se passe? Ben, après avoir grandi, en général, tu t'épaissis. Et là, je commence à prendre du poids. Et je dis, qu'est-ce qui se passe là? J'ai pas signé pour ça, moi. Moi, ça fait 20 ans que je bouffe comme un demeuré et que je prends pas un gramme. Attends, il se passe quoi là, soudainement, tu vas me dire que je vais me mettre à grossir. Et du coup, il m'a fallu 6 mois pour accepter que je pouvais plus manger n'importe quoi et qu'il fallait que je commence à faire gaffe à ce que je mange, tu vois, au nombre de calories que je bouffe dans une journée. Alors, sans passer dans l'extrême, mais tu vois, en tant qu'adolescent, facilement, je tournais à 3500 calories par jour, hein, sans exagérer, hein. On est dans la nuance, hein, nuance et perspective. Vraiment, je buvais du coca, je buvais très peu d'eau, hein. Quand j'avais soif, c'était coca. Donc ça, c'était assez compliqué. Maintenant, je bois aucun soda. En gros, j'ai commencé à prendre du poids. Il y a un phénomène qui a accéléré cette prise de poids. C'est la première année d'études, tu vois. Moi, j'ai fait des écoles de commerce et notamment la première année. Alors, la première année d'école de commerce, c'est beaucoup d'alcool. Il y a beaucoup d'alcool et ben, forcément, l'alcool, ça fait prendre du poids. Et du coup, c'est à partir de là où j'ai commencé à prendre du poids. En seconde année, je me suis dit, bon.
va falloir faire un truc là. Je me suis mis à la salle. Premiers 6 mois de salle, c'était du n'importe quoi, hein. Je mangeais pas du tout assez, j'avais pas du tout assez de glucides, je mangeais que des légumes et de la protéine, tu vois, de la viande. Mais pas du tout de glucides, donc au final, mon corps, je pense qu'il s'était mis dans un mode de survie, et c'est pour ça que je perdais très peu de poids. Et ensuite, j'ai commencé à m'intéresser à la nutrition et à vraiment manger de manière équilibrée. C'est-à-dire que j'ai rajouté des glucides, j'ai commencé à faire attention au nombre de protéines enfin au grammage de protéines que j'avais par jour. Et aussi, notamment aux graisses, aux bonnes graisses, hein, parce que tu vois, quand tu connais pas la nutrition, bon, je vous parle de ça, non, c'était il y a pas 10 ans, hein, j'abuse, c'était il y a presque 10 ans, waouh, je suis vieux. Du coup, c'était il y a presque 10 ans, il n'y avait pas autant d'informations aussi connues sur la nutrition, et à l'époque, c'était les graisses, c'est mal, ça te fait prendre du poids. Donc, du coup, moi, j'ai coupé toutes les graisses, même les bonnes graisses, hein, les graisses de saumon, tout ça, je les ai coupées. Même les amandes et tout. Donc, ça, parce que ça vous fait prendre du poids. Et je vais vous expliquer après pourquoi les graisses sont connues pour vous faire prendre du poids, mais on y viendra. Et du coup, j'ai commencé à m'intéresser à la nutrition, à m'instruire, et d'un seul coup, j'ai perdu le poids. Après, j'étais pas monté, je fais 1,80 m, et le plus lourd que j'ai été, c'était 78 kilos. Sachant que j'ai une morphologie un peu mésomorphe, pour ceux qui connaissent. Donc il y avait quand même du muscle, hein. C'était pas 78 kilos de gras. Et en termes de body fat, de taux de masse grasse, je pense qu'on était aux alentours de 18%. Maximum, hein, maximum. 18% en étant très très sévère. Donc c'est pas non plus très très... Enfin, c'est pas non plus... C'est dans la moyenne, on va dire. Ensuite, du coup, j'ai commencé à m'instruire, à manger correctement, de manière équilibrée, et d'un seul coup, bah, pas de problème, tu vois. En moins d'un an, je suis passé à... Bon, je suis descendu très bas, hein. Je pense que j'étais facilement à 7,5-8% de body fat. C'était vraiment très gras. Très gras, très sec, même trop sec pour la santé. Donc, être trop sec, ça a de grosses, surtout pour les femmes. Pour les femmes, ça a un énorme impact sur les hormones, et c'est vraiment pas bon pour la santé. Mais pour les hommes aussi, hein, t'as des baisses d'énergie, t'as une baisse de la libido aussi. Enfin, c'est vraiment pas bien. Tu sais, j'étais vraiment tellement sec que à chaque fois, surtout en été, à chaque fois que je me levais, tu sais, je voyais les étoiles. Donc ça, c'est être trop sec. Si vous avez ça, ça sert à rien d'être aussi sec. Le mieux, c'est d'être aux alentours de 10-12%. Ça, c'est le plus optimal, je pense. Après, ça dépend du sport que vous faites, hein. Si vous faites des sports d'endurance, il vaut mieux être un peu plus gras. Mais ça, on verra ça, on verra. Euh, Pas dans ce podcast, parce que c'est un sujet à part. Donc voilà, ça c'était pour l'introduction. Je voulais juste présenter ma relation à la nutrition. Donc j'ai fait les deux, hein. J'ai fait manger trop, manger pas assez. Et d'un seul coup, j'ai commencé à comprendre comment s'alimenter. Et depuis, ben, j'ai pas trop de soucis avec l'alimentation. J'arrive à garder un corps non esthétique, un corps assez esthétique et pas trop gras, tout en me limitant un minimum. Tu vois, je mange beaucoup. Après, cette année, ça compte pas parce que je m'entraîne pour l'Ironman. Et du coup, en moyenne par jour, je brûle entre 500 et 2000 calories actives. Donc, sans parler du métabolisme de base qui est, moi, le mien, je pense que je dois être à 2200 calories. Donc, je peux facilement manger 3000, 3500 calories par jour. Ça dépend. Et le week-end, je suis à beaucoup plus, hein. Là, ce samedi, j'ai fait 80 km de vélo.
Et le dimanche, et en plus, je suis à l'escalade juste après. Et le dimanche, j'ai fait 13 kilomètres de course, je crois, 1 heure et quart de course. On s'en fout du kilométrage, juste 1 heure et quart de course. Du coup, le samedi, j'ai brûlé 4200 calories, en comptant tout, hein, pas 4200 actives, en comptant le métabolisme de base et les calories actives. Donc j'ai bouffé comme un fou furieux. Alors en fait, je me suis dit, pour faire cet épisode, parce que c'est un épisode qui me tient à cœur, parce que je trouve que la nutrition, tout le monde devrait la comprendre, et je voulais faire vraiment un épisode qui soit assez dynamique, qui soit entertaining, tu vois, genre vraiment divertissant, ludique, mais qui pose les termes, tu vois, qui t'explique vraiment comment te nourrir et qui soit complet, sans entrer dans les détails, tu vois. On veut parler des extrémités 5' et 3', des glucides, ça, on laisse ce genre de choses aux médecines, aux étudiants en médecine, je veux dire. Donc, je voulais construire le podcast en plusieurs parties. Donc, la première, ça va être une partie pour la compréhension de la nutrition. Donc, quels sont les macronutriments, les micronutriments. Ensuite, je voulais parler des enjeux d'une bonne alimentation et de ce que quel impact ça pourrait avoir sur votre vie d'avoir une bonne alimentation équilibrée, notamment sur la santé cardiovasculaire et autres. Et après ça, tu vois, on va parler des pièges à éviter. Donc en fait, je voulais faire une autre partie sur les pièges à éviter, donc tout ce qui est les erreurs courantes, les régimes miracles, les fausses promesses, tout ça, et les erreurs que commettent la plupart des gens. Et voilà, hein, je pense qu'on est bien. Après, on rajoutera quelques parties si on en voit la nécessité, mais je pense on est bien. On est bien. Donc, ben, sans plus attendre, je vous propose de passer à la première partie et de découvrir ben, ce qu'est la nutrition, hein, et les bases de la nutrition. Donc déjà, j'aimerais commencer par définir ce qu'est une alimentation équilibrée. Alors tout simplement, c'est juste un régime alimentaire qui va fournir à votre corps tous les nutriments essentiels dont il a besoin pour fonctionner correctement, tu vois. Ça va être assez de protéines, assez de glucides, assez de minéraux, assez de vitamines, et tout ça, tout en maintenant un équilibre entre les différents groupes alimentaires. C'est-à-dire qu'il n'y a pas trop de graisse, pas trop de glucides, pas trop de protéines, parce qu'on va voir que il y a beaucoup de personnes qui, quand elles se mettent notamment à la salle de sport, à la musculation, ont un apport en protéines qui est beaucoup trop important, et on verra ce que font les protéines sur votre corps. Donc déjà, pour commencer, tu vois, en nutrition, on distingue deux groupes. Les macronutriments et les micronutriments. Et dans ces macronutriments, donc les macronutriments, ça va être tous les nutriments qui ont des calories tout simplement. Donc pour lesquels ton corps va avoir besoin d'énergie pour les digérer. Donc tu as trois sous-groupes de macronutriments. Tu as les glucides, les lipides et les protéines. Alors les glucides, tu vois, leur rôle, ça va être la principale source d'énergie de votre corps. Donc en gros, ton corps il va prendre les glucides. Ah oui, un petit disclaimer, s'il vous plaît. La nutrition, c'est une science, et il y a des études qui disent tout et leur contraire, tu vois. Je vais vous donner un exemple assez simple. Bah, l'exemple des œufs, hein. Il y a des études qui disent que c'est pas bon, c'est en cholestérol, tout ça. C'est un mythe qui a été débunké plein de fois. Il n'y a pas il y a pas de causalité, de lien de causalité entre le cholestérol alimentaire et le mauvais cholestérol. Ouais, c'est le LDL, le mauvais cholestérol. Et du coup, il n'y a pas de rapport entre le cholestérol alimentaire et le taux de LDL dans le sang. Et donc, je voulais dire ça. Et aussi, tu as plein d'études, hein. Par exemple, sur les haricots rouges, tu as des études qui disent que les haricots rouges, c'est super bon pour la santé, tout ça, tout ça.
Et tu as d'autres études qui disent que non, les haricots rouges ne sont pas bons pour la santé car ils contiennent de la leucine qui est techniquement toxique pour le corps. Mais après, ouais, il y a des études qui disent tout et leur contraire. Du coup, moi, je me base sur ce que j'ai lu, mais ça m'étonnerait pas que vous puissiez lire le contraire. Et c'est pour ça qu'on va pas trop rentrer dans les détails. On va plutôt se focus sur les concepts qui font consensus, tu vois. C'est-à-dire, par exemple, le lait, les produits laitiers, malgré le fait que pendant longtemps, on nous a répété que c'était bon pour la santé, parce que c'était bon pour les os, il y a du calcium, tout ça, ben, c'est pas forcément vrai. Et c'est quelque chose qui me rend très triste, parce que je suis un grand fan de fromage, en tant que bon français. Enfin bref, du coup, on en revient à nos petits glucides. Donc les glucides, en fait, ton corps, il va les décomposer en glucose. Et le glucose, il va être utilisé comme carburant par les cellules pendant tes activités quotidiennes, qu'elles soient physiques, mais aussi mentales, hein. Et ça va te permettre de soutenir les fonctions physiologiques de ton corps. Donc c'est pour ça que si vous faites de la course et que vous prenez de la course pendant plus je sais pas, ça dépend des gens, mais on va dire plus d'une heure et demie, ben, vous prenez des gels et ces gels ils sont remplis de glucose, de sirop de glucose ou de ce genre de choses qui sont des sirops à haut indice glycémique et du coup qui vont pouvoir être digérés et transformés en glucose très rapidement par votre corps et être utilisés comme carburant directement. C'est pour ça que quand vous les ingérez, bah, vous avez un pic d'énergie, votre corps, c'est comme si vous mettiez du samplon 98 dans votre corps. Alors faites pas ça, hein, non, c'est dans votre voiture, pardon, pas dans votre corps. Et donc les sources de glucides, alors en source de glucides, tu as bien sûr les fruits, hein, que ce soit les bananes, les pommes, les kiwis, les pastèques, ce sont des sources de glucides, hein, notamment c'est pour ça qu'ils sont sucrés. Et ensuite, tu as certains légumes. Tu as des légumes qui aussi te fournissent des glucides. Les céréales, bien sûr, comme par exemple l'avoine, les céréales de maïs, tout ça, tout ça. Alors, tu as tout ce qui est pain, hein. Tout ce qui est pain, c'est du glucide. Ensuite, tu as les légumineuses, c'est-à-dire les lentilles, le quinoa, tout ce qui est haricots et tout. Alors, ce qui est les glucides, déjà, je commence par les glucides parce que c'est le plus compliqué, hein. Enfin, c'est pas le plus compliqué. Non, le plus compliqué, techniquement, c'est le glucide. Le plus simple, c'est les protéines. Ça, il n'y a pas de débat. Mais les lipides, c'est compliqué si on rentre dans le détail. Mais là, on va pas rentrer dans le détail. Et en gros, ce qui est important avec les glucides, c'est l'indice glycémique. Alors, sans rentrer dans le détail, l'indice glycémique, c'est une mesure qui va évaluer la rapidité à laquelle les glucides contenus dans un aliment vont être digérés et vont entraîner une augmentation de la glycémie. Donc la glycémie, bien sûr, c'est le taux de sucre dans le sang. Et du coup, les aliments à faible indice glycémique vont entraîner une augmentation progressive et modérée de la glycémie, alors que les aliments qui ont un IG, donc IG c'est indice glycémique, élevé, vont provoquer une élévation rapide et importante de la glycémie. Donc quelques exemples, je vais vous donner quelques exemples pour chaque catégorie d'aliments, enfin d'indice glycémique. Donc, pour les indices glycémiques bas, ça va être les épinards, les brocolis, les poivrons, les tomates, les carottes, donc les légumes qui sont non féculents, en gros. Tu vas avoir aussi les légumineuses, les lentilles, les pois chiches, tout ça. Euh, alors, tu as les céréales complètes, hein, bien sûr, comme l'avoine, les produits laitiers en général, et les fruits. Attention, parce que moi quand j'ai lu ça, ça m'a surpris parce que je pensais que les fruits, vu que les fruits sont riches en fructose, je pensais que ce seraient des aliments à indice glycémique élevé, mais non. Non, pas forcément. Les pommes, les poires, les oranges, les pêches et les prunes, ce sont des aliments à indice glycémique bas, donc moins de 55. Et pour l'autre catégorie, donc de l'autre côté du spectre,
les aliments à indice glycémique élevé, donc qui ont un IG au-delà de 70, les sucres simples, hein, par exemple les bonbons, les boissons sucrées, par exemple le Coca, le Pepsi, le 7-Up, les jus de fruits aussi, les jus de fruits, hein, les confiseries, tout ça c'est de la merde. Ça c'est indice glycémique élevé, c'est de la merde, sauf si vous voulez... Enfin les bonbons c'est toujours de la merde. C'est de la merde, sauf si vous voulez de l'énergie rapidement, c'est-à-dire pendant une course. Quand vous mangez quelque chose pendant une course, il va vous falloir, et que vous manquez d'énergie, il va vous falloir quelque chose qui a un IG élevé. Donc quelque chose de sucré qui est facile à digérer et à transformer en carburant pour ton corps. Ensuite, à part les sucres simples, tu as aussi les produits céréaliers qui sont raffinés, donc pas complets. Donc dans l'autre catégorie, c'était les céréales complètes. Et là, ce sont les céréales raffinées. Donc c'est tout ce qui est pain blanc, les bagels, les céréales sucrées, par exemple les Coco Pops, les Miel Pops, tout ça, tout ça. Les pommes de terre aussi. Et oui, les pommes de terre ont un indice glycémique élevé. Le riz blanc aussi. Ouais. Et ouais, le riz blanc. C'est pour ça que souvent on te dit de manger du riz noir ou du riz brun. Les les pâtes aussi ont un indice glycémique au-delà de 70. Donc voilà, ça c'est... Mais si vous cherchez sur internet indice glycémique aliments, vous allez dans Google Images et vous verrez plein d'aliments pour vous donner une idée de quels sont les aliments à indice glycémique. Et c'est super important parce que l'indice glycémique, ça va faire augmenter l'insuline et l'insuline, elle joue un rôle dans la prise de gras. Donc c'est pour ça que les gens essaient moins de manger le plus possible des aliments qui ont des indices glycémiques bas pour faire en sorte de contrôler l'insuline et de pas trop prendre de gras. Donc ça, si vous voulez rentrer dans les détails, c'est beaucoup plus compliqué que ça et je vous laisse faire vos recherches. Et il y a un autre type de glucides dont j'ai oublié de vous parler, hein. J'ai oublié de vous dire au début qu'il y avait deux types de glucides. Donc il y a les sucres et les fibres. Les fibres qui sont extrêmement importantes. Et notamment la qualité d'un glucide. Et c'est pour ça que les personnes qui disent qu'elles ne mangent pas de fruits parce qu'il y a du sucre, c'est totalement inconcevable parce que il y a des fibres dans les fruits. Et le fait qu'il y ait des fibres dans les fruits, ça va totalement changer la manière dont ton corps digère les sucres. Parce que les fibres, elles vont aider à la digestion, elles vont t'aider à contrôler ton poids. Ça va t'aider à digérer, ça va améliorer la régularité intestinale. Je te fais pas de dessin, t'as compris. Et du coup, les aliments qui sont riches en fibres, ils vont être plus... c'est aussi un moyen de se rassasier, hein. Comme manger un plat fort en protéines, un plat fort en fibres va t'aider à te sentir rassasié. Notamment, je sais pas si tu as déjà vu, mais quand tu manges une pomme, tu te sens rassasié. Ben, c'est parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de fibres dans les pommes. Et du coup, ça va t'aider à réduire ton appétit. Donc ça, voilà, c'est pour les glucides. Je pense on a fait le tour du principal, du basique, hein, sans rentrer trop dans les détails. Les protéines, alors les protéines, c'est très simple, hein. Elles vont être responsables de la construction de muscles, des ongles, des cheveux. Donc voilà, c'est le nutriment, c'est un des nutriments les plus importants. Les trois sont importants, en vrai, il faut pas être en carence de l'un des trois. Mais pour le sport, c'est très important car elles sont responsables de la construction et de la restauration musculaire. Donc notamment, tu vois, quand tu t'entraînes, ce que tu fais, c'est que tu détruis des fibres, tu vois, musculaires. Tu détruis ton muscle. Et quand tu récupères, pendant la récup, ben, tu reconstruis ton muscle. Et c'est les protéines qui sont qui interviennent dans ce processus anabolique. Donc anabolique, c'est la synthèse de muscle, en gros. C'est l'inverse du catabolisme. Le catabolisme, c'est la destruction du muscle. Donc c'est lorsque les protéines musculaires sont dégradées et converties en acides aminés. Parce que oui, une protéine, ce n'est rien d'autre qu'une chaîne d'acides aminés. Ce sont des blocs, les protéines sont des blocs d'acides aminés et qui sont essentiels pour la croissance, pour la réparation, la régénération des tissus et notamment pour la production d'enzymes, d'hormones et d'anticorps.
Donc elles sont constituées d'acides aminés. Donc il y a 20 acides aminés, je ne vais pas tous les citer. Parmi ces 20 acides aminés, tu en as 9 essentiels. Essentiels, ça veut dire quoi? Ça veut tout simplement dire que ton corps, il ne peut pas les synthétiser par lui-même. Donc il faut que tu les amènes dans ton corps par la nutrition. Et 11 autres, ils sont non essentiels. Ça veut dire que ton corps, s'il en a besoin, il peut les créer, tu vois. Il peut les synthétiser. Et en gros, les protéines, elles vont être... la source des protéines, ben, c'est simple. Tu vas pouvoir trouver des protéines dans tout ce qui est viande, tout ce qui est produit animal. Ouais, tout ce qui est produit qui vient des animaux. Donc, par exemple, les viandes de volaille, de bœuf, les poissons aussi, les œufs, les produits laitiers. Et de l'autre côté, tu peux aussi trouver des protéines dans des sources végétales comme les légumineuses, les noix, les graines. Mais c'est plus compliqué. Alors, la raison pour laquelle on dit que les protéines végétales ne sont pas de la même qualité que les protéines animales, c'est parce que le profil en acide animé, en acide aminé des protéines animales est bien plus complet, bien plus biodisponible, c'est-à-dire que bien plus facile à utiliser pour votre corps, en gros, que le profil en acide aminé des protéines végétales. C'est pour ça que les personnes qui sont véganes doivent faire très attention à la source de leurs acides aminés, de leurs protéines, pour avoir les 11 acides aminés essentiels. Et c'est pour ça qu'il faut beaucoup d'éducation si vous voulez être vegan. Si vous voulez être vegan et sans carence. Donc voilà, ça c'était pour les protéines. Je pense qu'on peut passer aux lipides. Donc les lipides, c'est tout simplement ce qu'on appelle dans la vie courante les graisses. Alors, les lipides, ça va être une source d'énergie concentrée, tu vois. Ils sont vraiment indispensables à la structure cellulaire, notamment à l'absorption, notamment à l'absorption des vitamines. Parce qu'il y a des vitamines hydrosolubles qui vont pouvoir être utilisées, être utilisées avec de l'eau. Et tu as les protéines liposolubles qui ont besoin de lipides pour être ingérées par votre corps, tu vois. Et le plus important dans les lipides, tu vois, si tu as un régime sans graisse et tout, c'est des conneries tout ça. Parce que les lipides jouent un rôle primordial dans la régulation hormonale, qui est très très importante chez les femmes notamment, et aussi à la protection des organes vitaux. Donc les sources de graisse, hein, bah, c'est pas compliqué. Hein. Tu as les huiles végétales comme l'huile d'olive, l'huile de colza, l'huile de tournesol. Tu as les avocats, oui, qui sont riches en graisse. Les noix, les graines, les poissons gras, notamment la truite et le saumon. Le maquereau aussi. Donc on en vient à la troisième catégorie de macronutriments qui sont les lipides, donc les graisses, communément appelées les graisses hein, dans le langage de tous les jours. Donc qu'est-ce que ce sont les lipides? Ben, ce sont tout simplement une source d'énergie concentrée, tu vois, et ils sont indispensables. Donc arrêtez avec vos régimes sans graisse, tout ça, c'est de la merde. Il faut des bonnes graisses. Donc ils sont vraiment indispensables à la structure cellulaire, à l'absorption des vitamines, notamment les vitamines liposolubles, on verra après ce que c'est, et à la régulation hormonale qui est extrêmement importante chez la femme notamment. Donc ils viennent de différentes sources, hein, par exemple les huiles végétales comme les olives, le colza, le tournesol. Les avocats, les noix, les graines, les poissons gras notamment comme la truite et le saumon, et les viandes grasses. Alors, tu as deux types de graisses, tu vois. Tu as les bonnes graisses qui sont dites insaturées et les mauvaises graisses qui sont dites soit saturées, soit trans. Alors, en ce qui concerne les bonnes graisses, tu vois, ce sont les graisses insaturées. Elles comprennent des acides gras monoinsaturés et polyinsaturés. Et elles sont généralement liquides à température ambiante. Donc ça va par exemple être les huiles végétales, les avocats, les noix, les graines, comme les graines de lin, les graines de chia, les amandes, tout ce qui est amandes, ouais, fruits à coque et autres fruits à coque. Euh,
Et tu vois, ces bonnes graisses, vont avoir un effet positif sur la santé. Et j'insiste, elles ont un effet positif sur la santé. Malgré le fait qu'elles soient riches en calories, ça a un super effet positif sur la santé. Donc ça va être des graisses insaturées et qui vont aider à réduire le taux de mauvais cholestérol dans le sang, donc le cholestérol LDL, et augmenter le taux de bon cholestérol, donc le HDL. Donc ce qui va contribuer à réduire le risque de maladies cardiovasculaires. En plus de ça, elles sont enrichies en acides gras essentiels comme les oméga 3 et les oméga 6. Les oméga 3 et les oméga 6, si tu les maintiens à un bon ratio de 1 oméga 3 pour 1 oméga 6 ou 1 oméga 3 pour 2 oméga 6, donc c'est entre les deux, ça va avoir un effet anti-inflammatoire. Et du coup, ça peut contribuer au bon fonctionnement de ton cerveau, de ton système nerveux et à éviter les blessures, notamment les tendinites qui ont tendance à arriver si ton corps est trop acide. Et ça, donc pour te dire, pour te donner un exemple, la plupart des gens, tout le monde en fait, tout le monde, même moi, même les gens qui font attention, ont un ratio oméga 3, oméga 6 qui n'est pas optimal, parce que c'est très très dur à garder ce ratio. En moyenne, je vais vous poser une question, là, comme ça, juste pour rire. Aux US, l'américain lambda, pardon. Quel est son ratio oméga 3, oméga 6? 1 pour 20. Alors qu'on parle de optimal, normalement c'est entre 1 pour 1 et 1 pour 2, tu vois. Et en Europe, en France, je crois que c'est entre 1 pour 6 et 1 pour 10, donc c'est beaucoup trop. Et ensuite, de l'autre côté du spectrum, donc ça c'était pour les bonnes graisses, et pour les mauvaises graisses, tu vois, tu vas voir tout ce qui est graisse saturée et les graisses trans. Donc les graisses saturées, ça va être les graisses qui sont présentes dans les produits d'origine animale et certaines huiles végétales. C'est pour ça que moi, quand je cuisine avec de l'huile d'olive parce qu'il y a un meilleur ratio oméga 3, oméga 6. Et aussi parce que, après, le mieux, tu vois, c'est d'utiliser de l'huile de coco ou mince, c'est quoi la deuxième huile qui est top? De l'huile d'avocat parce qu'elle est plus solide, elle résiste mieux à la chaleur. Tu vois, les graisses se dégradent moins à la chaleur quand tu cuis. Et ensuite, du coup, après les graisses saturées, tu as les graisses trans. Donc ça, c'est vraiment de la merde, hein. Les graisses trans, c'est les graisses qui sont créées dans le processus de fabrication industrielle des huiles végétales. Donc ça, c'est vraiment, vraiment de la merde. Donc les exemples de mauvaises graisses, ben, techniquement, tu as le beurre, la graisse de bœuf, l'huile de palme. Alors l'huile de palme, c'est vraiment de la merde, hein. La margarine, les aliments frits, tout simplement, les frites, tout ça, tout ça. Et les produits de boulangerie industrielle qui sont notamment riches en graisses trans. Et ces mauvaises graisses, donc les graisses saturées et trans, ils vont avoir un mauvais effet sur la santé, notamment augmenter le taux de LDL, donc le mauvais cholestérol cette fois, et augmenter aussi le risque de maladies cardiovasculaires par la même occasion. Et les graisses trans, c'est vraiment des rats. C'est vraiment une gangrène ce truc parce que ça va vraiment, elles sont particulièrement nocives et elles peuvent diminuer ton taux de bon cholestérol, donc le HDL, et de ce fait augmenter l'inflammation dans ton corps. Et un corps qui est inflammé, c'est un corps qui est propice au développement du cancer. Donc c'est pour ça qu'on essaie d'inviter à tout prix les graisses trans. Et j'ai oublié de vous parler aussi pour les macronutriments. En fait, la raison pour laquelle on dit que les graisses te font grossir, c'est parce que les protéines, 1 gramme de protéines, ça équivaut à 4 calories. 1 gramme de glucides, ça équivaut à 4 calories. 1 gramme de lipides, ça équivaut à 9 calories. Donc c'est plus de 2 fois plus de calories que les deux autres groupes de macronutriments. Et donc si tu veux en bonne proportion, il va te falloir, en général, ce que tu fais pour avoir une alimentation équilibrée au niveau des macronutriments, il va te falloir 1 gramme de glucides par kilo de poids de corps. Donc, c'est par exemple, si tu fais 70 kilos,
tu vas avoir besoin de 70 grammes de glucides. Petite correction post-prod, c'est 1 gramme de lipides par kilo de poids de corps et non pas 1 gramme de glucides par kilo de poids de corps. Du coup, c'est 70, si tu fais 70 kilos, c'est 70 grammes de lipides par jour. Pour ce qui est de la protéine, ça dépend ce que tu fais. Si tu fais du sport, un sport à hypertrophie ou qui est très stressant pour tes muscles, tu peux monter jusqu'à 2 voire 2,3 ou 2,6 grammes de protéines par kilo de poids de corps. Mais moi, personnellement, je pense que 2 grammes par kilo de poids de corps, c'est parfait, même pour ceux qui font de la muscu intensément. Donc je pense que ça a un impact sur terrain et c'est pas conseillé. Et le troisième pour le glucide, ben en gros tu calcules, hein, tu sais, tu calcules ton métabolisme de base, combien de calories tu penses que tu dépenses par jour. Par exemple, euh, si tu dépenses, on va dire, 2000 calories par jour, tu vois. Disons que tu veux ni perdre du poids ni gagner du poids. Donc ce que tu vas faire, c'est que 2000 calories, ton objectif cible en termes de calories, c'est 2000. Donc tu regardes, tu fais 70 kilos, 70 fois 9, parce que tu as besoin de 70 grammes de lipides, et du coup, vu que 1 gramme de lipides c'est 9, du coup tu fais 70 fois 9, ça fait 630 calories. Tu as 630 calories de lipides. Ensuite, vu que on va dire que tu fais de la muscu, tu as besoin de 2 grammes par kilo de poids de corps de protéines. 1 gramme de protéines, c'est 4 calories. Et du coup, vu que tu fais 70 kilos, il va te falloir 140 grammes de protéines. Et du coup, 140 grammes de protéines multiplié par 4, parce qu'un gramme de protéines, c'est 4 calories. Donc 140 fois 4, ça fait 280 fois 2, ça fait 560. Donc on était à 630 plus 560, ça fait 1190. Il va te falloir à peu près 800 calories de glucides. 800 divisé par 4, ça va faire 200 grammes de glucides par jour. Donc voilà, c'est à peu près comme ça que tu calcules tes, euh, tes besoins en apport de protéines, lipides et glucides. Donc ça, c'est la façon la plus simple, hein. C'est vraiment la façon, tout le monde peut le faire. Mais... Donc voilà, ça c'était pour le calcul des calories. Pour faire un résumé assez rapide, c'était 1 gramme par kilo de poids de corps de lipides, entre 1,6 et 2,3 grammes de kilo de poids de corps selon votre activité sportive pour les protéines, et le reste en calories pour les glucides. Donc maintenant, je pense qu'on peut passer aux micronutriments. Donc les micronutriments, ce sont des substances qui sont nutritives et qui sont nécessaires en très petite quantité pour maintenir une bonne santé, un fonctionnement optimal de votre corps. Donc contrairement aux macronutriments, comme je viens de vous l'expliquer, ils ne fournissent pas d'énergie, donc il n'y a pas de calories. Donc ça va être tout ce qui est magnésium, calcium, vitamine A, B, C. Il n'y a pas de calories. Et ils sont essentiels pour de nombreuses fonctions physiologiques, et notamment la régulation des hormones et tout. Donc il y a deux principaux groupes de micronutriments. Tu as les vitamines d'un côté et les macronutriments, et les minéraux de l'autre. Donc les vitamines, ça va être des composés organiques qui sont essentiels à de nombreuses réactions biochimiques qui se passent dans votre corps. Notamment, elles jouent un rôle crucial dans le métabolisme énergétique, donc la croissance cellulaire, la fonction immunitaire notamment. C'est pour ça qu'on vous dit de prendre des vitamines C en changement de saison pour éviter de tomber malade. Elles vont aussi vous aider à avoir une bonne santé au niveau de la peau, la coagulation sanguine, enfin plein de choses, tu vois. Donc vous connaissez, hein, c'est vitamines A, B, C, D, E. Ensuite ça passe à K pour une raison obscure. Et il y a notamment une vitamine qui est très importante, dont les véganes sont souvent en carence, c'est la vitamine B12. Pour passer aux minéraux maintenant, je ne vais pas rentrer dans les détails tout ce qui est vitamines parce que c'est vraiment très compliqué. Je ne vais pas vous dire les quantités qu'il faut, mais
En général, mangez beaucoup de fruits et de légumes et ça ira. Euh, Sauf pour la vitamine D. La vitamine D, c'est l'exposition au soleil. Du coup, se complémenter en vitamine D, notamment en hiver, c'est super important. Surtout, moi j'habite au Danemark. J'ai commencé à me complémenter en vitamine D et j'ai tout de suite vu la différence en termes d'énergie. C'est un truc de fou furieux. Donc il n'y a pas de sponsor ni rien, mais franchement, si vous le pouvez, si vous en avez les moyens, complémentez-vous en vitamine D. Et pour vous dire l'impact que ça a, tu vois, moi je suis au Danemark et je prends des vitamines D en été, non, en hiver, pardon. Et je suis parti dans le sud de la France pour fêter Noël. Et je me suis dit, bon, je prends pas mes vitamines D, hein, dans le sud il fait toujours soleil, je vais pas en avoir besoin. Au bout du troisième jour, j'ai commencé à expérimenter des chutes d'énergie aux alentours de 18 h, tu sais, quand le soleil se couche. Ben, c'est justement un des symptômes du manque de vitamine D. Donc même si vous vivez au soleil, ça peut être intéressant. Enfin bref, on va passer maintenant aux minéraux. Donc les minéraux, ce sont des éléments qui sont inorganiques et qui sont nécessaires au bon fonctionnement des cellules, des tissus, des organes, tout ça, tout ça. Donc ça va être le potassium, le sodium, le magnésium, le zinc, tout ça, tout ça. Et donc ils sont impliqués dans de nombreuses fonctions corporelles, donc la formation des os, des dents, la transmission des signaux nerveux, le transport de l'oxygène, même la contraction musculaire avec le calcium, notamment le Ca2+, les ions calcium qui sont très importants pour la contraction musculaire. Euh, et donc, ce qui est fou, par contre, avec les minéraux, c'est que c'est très difficile d'avoir un apport optimal par la nutrition basique. Donc, par exemple, pour voir les quantités optimales de magnésium, il faut manger énormément d'amandes, j'allais dire d'almandes, énormément d'amandes, et du coup, bah, tu peux pas manger énormément d'amandes parce que 100 grammes d'amandes, c'est 700 calories. Et c'est énorme. Donc, c'est pour ça que la complémentation en magnésium et en zinc, bah, en général, c'est recommandé. Je crois que toute la population française est en carence de magnésium ou un truc du genre. Et notamment, une complémentation en magnésium, ça peut t'aider à améliorer ton sommeil, ta qualité de sommeil, la qualité de ton énergie. Et notamment pour les femmes, ça peut réduire la douleur des menstruations. Donc ça, c'est important. Je me souviens, j'avais dit j'ai une amie qui vient du mince, Panama, voilà, je cherchais le nom. Elle vient du Panama et je lui avais dit, elle était en carence de magnésium et je lui avais dit de se complémenter et tout. Et je me souviens, elle a commencé à se complémenter en magnésium et elle m'a dit putain. Et je lui avais pas dit les symptômes, enfin ce que ça allait avoir comme symptômes de se complémenter en magnésium. Une semaine plus tard, je vais manger chez elle. Elle me dit, je dors beaucoup mieux et j'ai moins mal pendant les règles. Donc ça, c'est un truc de malade. Le fait qu'elle soit autant à l'écoute de son corps, qu'elle puisse ressentir ça, moi, j'étais vraiment étonné. Parce qu'en général, moi, je suis très peu à l'écoute et je ressens pas ces choses-là. Ou alors si, je les ressens, tu vois, mais je m'en rends pas compte. J'ai pas le recul nécessaire pour m'en rendre compte. Donc voilà, ça c'était pour les micronutriments et je pense qu'on a fait le tour hein, pour la base de la nutrition. Alors je voulais parler d'un autre aspect de la nutrition qui n'est pas dans la base mais qui est un aspect ultra important. C'est l'équilibre acido-basique du corps. Donc équilibre acido-basique, hein, vous savez, un pH inférieur à 7, ça va être acide, et un pH supérieur à 7, ça va être basique ou alcalin. Et en gros, les aliments que tu vas manger, ils vont soit acidifier ton corps, soit, je sais pas si le mot se dit, mais basifier ton corps. Alors, me tuez pas, je sais pas si ça se dit, mais bref.
Et du coup, certains aliments, tu vois, ils ont tendance à produire des résidus acides, notamment quand ils sont métabolisés par le corps, et ce qui va augmenter l'acidité de l'organisme. Alors, tu vois, ce type d'aliments, ça va être les poissons, les viandes, les produits laitiers, le café, l'alcool, les sucres raffinés, notamment les céréales raffinées. Donc, tout ce qui est en gros protéines et mauvais sucre, ça va acidifier ton corps. En plus de ça, quand tu fais du sport, notamment quand tu fais un sport qui va dégrader tes muscles, ben, ça va rendre ton corps plus acide. Et du coup, en rendant ton corps plus acide, tu encourages l'inflammation. Et l'inflammation, avoir un corps inflammé, ça va favoriser les blessures. Donc notamment sur les tendons, tu vois, les tendons, ils sont très sensibles, notamment si tu as un corps trop acide. Ça va être facile pour toi de les inflammer et d'avoir des tendinites, de développer des tendinites. Donc c'est pour ça que c'est important l'alimentation aussi pour garder un équilibre acido-basique. Et donc si tu veux des aliments alcalins, ça va être tout ce qui est fruits, légumes, notamment les légumes verts, les citrons, les concombres, les poivrons, les avocats, les patates douces. Moi, je m'explose en concombre, tu vois. Je me fais des trucs, des salades grecques. Bon, les salades grecques, il y a de la feta, du coup, ça acidifie le corps, mais bon. Moi, j'explose les concombres parce que c'est pratiquement pas de calories. Il y a de super bons micronutriments dans le concombre et c'est alcalin, donc c'est top pour le corps. Et notamment, il y a aussi les aliments qui sont antioxydants. Tu vois, les antioxydants, ils vont aider à réduire l'acidification de ton corps et à protéger les cellules contre les dommages causés par les radicaux libres, qui sont induits par l'effet oxydatif de de l'environnement acide. Ouah, c'est compliqué. Ouais, je pensais pas partir aussi loin dans les explications. Mais en gros, les antioxydants, hein, vous connaissez, hein, ça va être tout ce qui est baies, tout ce qui est fruits à pépins, genre la grenade, le raisin, les agrumes, les légumes à feuilles vertes foncées. Donc le conseil, manger 5 fruits et légumes, on le suit. On le suit, on mange 5 fruits et légumes. Même, attends, il y a des gens, qu'est-ce qu'ils disent? Ouais, je mange pas de sucre parce que... non, je mange pas de fruits parce qu'il y a du sucre. Frère, arrête. Arrête. Non, faut arrêter. Les fruits, faut manger des fruits et surtout les fruits, c'est comme on l'a vu plus tôt, c'est des aliments à indice glycémique assez bas. Du coup, c'est des bons sucres pour l'énergie. Je pensais pas faire un podcast aussi long. Je pensais même pas pouvoir tenir 45 minutes, mais au final, c'est un sujet qui me passionne. Du coup, parfois, je suis un peu parti en couille. Euh, on va passer à la deuxième partie, hein, notamment les enjeux d'une bonne alimentation. Donc, quel impact ça va avoir sur ta santé physique et ta santé mentale. Donc déjà, le premier impact, c'est la santé cardiovasculaire, donc la santé de ton cœur, en gros. Une alimentation équilibrée, donc qui est riche en fruits, en légumes, en protéines maigres, en graisses saines, comme on a vu. Ça va aider à réduire le risque de maladies cardiovasculaires, donc les maladies cardiaques, et notamment si tu es un homme, les hommes, ils sont plus prompts, ils sont plus sujets à choper, enfin à avoir des infarctus ou alors des maladies cardiovasculaires. Donc c'est ultra important, notamment si tu es un homme, de prendre soin de ton cœur, de faire du cardio sans aller à l'excès comme je suis en train de le faire pour la préparation Ironman. Mais c'est important d'avoir une alimentation équilibrée. Donc ça va aussi, quand tu as une alimentation équilibrée, c'est super facile, croyez-moi, c'est super facile de contrôler ton poids. Qu'elle soit variée, équilibrée, et aussi avoir une activité physique régulière sans forcément qu'elle soit intense. Je crois que c'est un truc comme 150 minutes d'intense par semaine, mais pas plus, tu vois. Mais une activité physique régulière, notamment la marche, tu vois, 1h30 de marche par jour ou 10 000 pas, ça va t'aider à maintenir un poids corporel sain et à prévenir le surpoids et l'obésité, tu vois. Et il y a plusieurs stratégies dans lesquelles que je vais vous parler pour les régimes et tout ça.
Et aussi, tu vois, avoir une alimentation équilibrée, ça va aider à garder une bonne santé digestive. Donc, des intestins qui marchent super bien, une bonne santé digestive, notamment avec les probiotiques, les aliments fermentés comme les yaourts, le kimchi. Le chocolat. Le chocolat est un probiotique. Et oui, messieurs et mesdames, bien sûr. La choucroute aussi, hein, c'est un super probiotique. Donc ça va favoriser le développement des bonnes bactéries de la flore intestinale et soutenir une bonne santé digestive. Et on dit souvent, tu vois, on dit souvent que, notamment les Américains, ils parlent souvent de gut health, tu vois, la santé intestinale, la santé digestive pour nous. C'est le fait que les intestins, c'est un peu comme ton deuxième cerveau, tu vois. Si t'es pas bien dans les intestins, t'es pas bien dans ton cerveau. Et du coup, ça va aussi t'aider sur la santé mentale. Et il y a pas mal de gens qui parlent, font des témoignages du fait ils ont lutté avec la dépression pendant toute leur vie. Et une fois, ils ont atteint 50 ans, ils ont changé leur façon de s'alimenter vers une alimentation plus saine et plus équilibrée. Et d'un seul coup, la dépression, elle est partie. Ben, c'est parce que justement, ça va les aider à avoir une bonne santé digestive. Et vu que les intestins, c'est connu pour être ton deuxième cerveau, bon, c'est sûrement plus compliqué que ça, mais je simplifie la chose. Ben, ça peut t'aider sur ta santé mentale aussi. En parlant de santé mentale, tu vois, quand tu as une alimentation saine et équilibrée avec assez d'oméga 3, qui sont trouvés dans le poisson gras, les noix, les graines, tout ça, ça réduit le risque de dépression et même d'anxiété. Donc ça, c'est super important d'avoir assez d'oméga 3 et de se complémenter notamment en oméga 3. Moi, ce que je prends comme complément, je prends vitamine D, oméga 3, zinc, magnésium. Voilà, c'est tout ce que je prends. C'est vraiment how do you say, le minimum du minimum. Et ça peut aussi t'aider à prévenir de maladies, hein. Par exemple, les maladies neurodégénératives, les cancers, tout ça, si tu as une alimentation riche et équilibrée. Bon, on peut pas te promettre que tu développeras pas de cancer, mais ça va aider au minimum euh, à les prévenir, tu vois. Alors maintenant, je voulais vous parler des pièges à éviter. Et aussi ton niveau d'énergie, pardon. Avant de parler des pièges à éviter, ton niveau d'énergie, si tu commences à bien t'alimenter, tu vas voir ton énergie, elle va être through the roof, tu vois. Ça va vraiment exploser. Tu vas pas comprendre ce qui t'arrive si tu commences à vraiment bien t'alimenter. Alors maintenant, je vais vous parler des pièges à éviter, tu vois, notamment des régimes miracles, tu vois, Ducan, toutes ces conneries là, les régimes miracles qui disent ouais, j'ai perdu 20 kilos en 2 semaines. Non, c'est de la merde. C'est de la merde. Ce qu'il faut dans la vie, tu vois, à chaque fois, c'est de l'équilibre, tu vois. Parce que quand tu commences un régime miracle, certes, ça marche sur le court terme, tu vas perdre du poids. Mais ce que tu veux, c'est apprendre à instaurer une alimentation équilibrée dans ton quotidien. Et pour que ça soit sur le long terme, tu vas voir, tu vas perdre du poids, mais tu vas être beaucoup mieux. Du coup, avant de passer à la partie 2, j'aimerais parler de l'hydratation parce que je viens de me rendre compte que j'ai pas vraiment parlé d'hydratation et c'est un sujet extrêmement important. Alors sachez que si vous êtes mal hydraté, vous pouvez perdre jusqu'à 30% de vos capacités, de vos performances athlétiques. Donc du coup, ce qui est conseillé pour l'hydratation, ça va dépendre de ce que vous faites, hein, de à quel point vous transpirez, à quel point il fait chaud, tout ça, tout ça. Ben, déjà, si vous commencez à boire quand vous avez soif, c'est déjà trop tard, vous êtes déshydraté. Il faut continuellement s'hydrater avec de l'eau. Vous pouvez mettre un peu de sel dans l'eau, comme ça peut vous aider. Donc le sel, contrairement à ce qu'on pense, en fait, ça déshydrate pas, ça donne soif, certes. Et c'est du sodium, tu vois, c'est du NaCl, le sel de table. Du coup, c'est du chlorure de sodium, je crois. Et ça va t'aider, en fait, quand tu transpires, notamment quand tu fais du sport et quand tu transpires, tu perds beaucoup de minéraux, notamment du sodium, du magnésium et d'autres minéraux.
Et du coup, mettre un peu de sel dans ton eau, ça va te permettre de rester hydraté. Et si vous avez déjà pris des électrolytes, hein, les électrolytes qui sont utilisés notamment dans le sport pour rester hydraté, ben, ça a un goût un peu salé, ben, c'est parce qu'il y a du sel dedans. Et du coup, on va essayer de boire aux alentours de 2 litres, 1 litre et demi, 2 litres d'eau par jour, 1 litre et demi pendant l'hiver et un peu plus de 2 litres en été. Ça dépend de à quel point il fait chaud, à quel point vous transpirez, tout ça. Et c'est sans compter l'eau qu'on boit pendant le sport. Alors l'eau qu'on boit pendant le sport, c'est très dur de rester hydraté assez pendant le sport, rien qu'avec de l'eau. En général, on va essayer d'utiliser des électrolytes. Ça dépend si vous faites un sport d'endurance. Ça va être important d'utiliser des hydrolytes pour rester hydraté parce que l'eau, comme j'ai dit avant, quand tu transpires, tu perds des minéraux et du coup, l'eau, ça t'apporte pas assez de minéraux comparé à ce que tu perds dans la transpiration. Et du coup, c'est là que viennent intervenir les électrolytes. On va essayer de boire, je crois que c'était quelque chose du genre 150 millilitres tous les 15 minutes qui est conseillé pour rester hydraté. Anyways, maintenant que cette partie hydratation du coup en français, hydration c'est en anglais, hydratation est terminée, on peut passer à la partie les pièges à éviter. Alors, les pièges à éviter, c'est notamment, il y a beaucoup le contrôle du poids, les régimes, tout ça, c'est un énorme marché où tu peux te faire plein d'argent. Et il y a des personnes qui n'ont aucun scrupule et qui vous vendent littéralement de la merde. Donc, il y a les pièges, les régimes miraculeux, par exemple, tout ce qui est Ducan, tous les régimes qui vous font perdre 20 kilos en 2 semaines, qui vous promettent de perdre 20 kilos en 2 semaines, tout ça, c'est de la merde, c'est de la merde. Votre corps, il n'aime pas ça. En fait, quand tu commences un régime, déjà, c'est la mauvaise. La plupart des gens qui commencent un régime, ils partent de la mauvaise, avec une mauvaise mentalité. Quand tu commences un régime, il faut se dire que tu veux réapprendre à manger de manière équilibrée. Parce qu'en fait, quand tu vas faire un régime, si, le jour où tu arrêtes ton régime, ben, si tu te remets à manger comme avant, ben, guess what? Tu vas récupérer ton poids, hein, tu vas reprendre du poids. Du coup, ce qu'il faut faire, c'est réapprendre à manger de manière équilibrée, trouver une manière de manger qui vous convient et baisser un peu l'apport calorique de façon à perdre du poids petit à petit. Je dis bien petit à petit. En général, euh, tu vas commencer à trouver tes calories de maintien et ensuite tu vas baisser tes calories pour perdre un petit peu de poids petit à petit, hein. Tu baisses et ensuite tu vas les remonter petit à petit une fois que tu atteindras ton poids, mais pas tout d'un coup parce que si tu remontes les calories d'un seul coup, ben, ton corps il va pas comprendre et il va restocker dans les graisses. En fait, tu vois, le problème des régimes qui sont un peu ultra restrictifs, qui vous font baisser jusqu'à 1500 calories par jour, le problème c'est que ben, quand tu reprends un truc normal, tu vois, quand tu te remets à 2000 calories, tu as 500 calories de différence et c'est énorme, hein. Si tu prends 1500 comparé à 2000, tu vois, c'est plus 33% de différence, hein. Si tu prends comme référentiel 1500, c'est énorme et ton corps, ces 500 calories de surplus, il va pas comprendre ce qui se passe et il va se dire, ah, c'est parce que on était dans une période où il nous manquait de la nourriture. Et du coup, là, ce que je vais faire, c'est que au cas où il y ait une autre période où il me manque de la nourriture, bah, je vais stocker ces calories dans la graisse. Parce que les calories qui sont stockées dans la graisse sont plus faciles à obtenir pour avoir de l'énergie et pour les fonctions de survie. En gros, ton métabolisme, il se met en fonction de survie, tu vois, en survie mode, en mode survie. Et ça, tu veux à tout prix l'éviter parce que du coup, toutes les calories que tu vas, enfin pas toutes les calories, mais une partie des calories que tu vas ingérer,
va se stocker directement dans les graisses. Et ça, c'est ce qu'on veut pas. C'est pour ça que ces régimes-là, c'est vraiment de la merde. Parce que ça vous défonce le métabolisme. Il faut quelque chose de équilibré. Comme je vous ai parlé, comme ce dont je vous ai parlé un peu plus tôt, là, vous définissez le nombre de calories que votre objectif. Et ensuite, vous répartissez les macronutriments. Et c'est aussi simple que ça, tu vois, de perdre du poids. Juste, y a pas de recette magique, hein. Si ton nombre de calories de maintien, c'est 2000 et que tu manges 1800 calories, bah, tu vas perdre du poids. Par contre, si ton nombre de calories de maintien, c'est 2000 mais que tu manges seulement 1200 calories, certes, tu vas perdre du poids pendant les 3 premières semaines, pendant le premier mois, peut-être les 2 premiers mois. Et ensuite, quand tu vas reprendre une alimentation normale, déjà si tu passes de 1200 à 2000 d'un seul coup, laisse tomber, ton poids il va faire yo-yo, hein. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui font du yo-yo avec leur poids. Alors peut-être plus maintenant, parce que les gens sont un peu plus éduqués par rapport à la nutrition, grâce aux réseaux sociaux et à YouTube et tout ça. Mais à l'époque de mes parents, par exemple, ils faisaient n'importe quoi avec la nutrition, hein. Des fois, je vois ce que font les personnes qui ont l'âge de mes parents avec la nutrition, c'est du n'importe quoi, hein. Du coup, il faut éviter les régimes trop restrictifs, parce que c'est du n'importe quoi. C'est très mauvais pour le corps et au fond, perdre du poids, c'est une chose, mais être en bonne santé, c'est le plus important. Ensuite, il y a le cheat meal. Le cheat meal, pour des tas de raisons, le cheat meal, il faut éviter, hein. C'est du n'importe quoi. Il vaut mieux, tu vois, pour la santé, il vaut mieux manger un peu moins clean tous les jours que se défoncer le bide une fois par semaine, hein. Et ça, je l'ai fait, hein. On l'a tous fait, hein, quand on a commencé, notamment quand c'était la mode du fitness et tout. Il y avait le cheat meal, tout ça. Moi, je me souviens. Le mercredi, moi c'était mercredi mon cheat meal. Au début ça a commencé par être un cheat meal, ensuite ça s'est transformé en cheat day. Je mangeais comme un taré. Oh, laisse tomber. Ouais, ça c'était du n'importe quoi. Donc il faut éviter ça aussi le cheat meal. Parce qu'au final ça te pourrit la diète, tu peux facilement niquer une diète en un seul repas. Ensuite, il y a aussi une erreur très courante que font les gens, c'est le grignotage. En fait, tu te rends pas compte, hein. Quand tu commences à grignoter, tu te rends pas compte, ça monte vite, ça monte très vite les calories. Donc il faut éviter de manger entre les repas. Moi, ce que je faisais, tu vois, quand j'étais en diète, quand j'avais une diète assez restrictive, quand je dis assez restrictive, c'était 2000 calories, hein, par jour, hein. Pour moi, c'est bas. Pour moi, c'est super bas. Pour beaucoup de personnes, c'est ce qu'il leur faut. Mais pour moi, c'est très bas. Et du coup, ce que je faisais, c'est que je faisais, avec 2000 calories, je faisais 5 repas par jour. Je mangeais à 8 heures, je mangeais mon petit-déj. Ensuite, à 10 heures, je mangeais des œufs, ah mince, comment on dit? Des œufs durs, pardon. Je mangeais des œufs durs. Ensuite, à midi, ben, je mangeais mon déj. Et à 4 heures, je mangeais un petit truc avant d'aller à la salle. J'allais à la salle et en rentrant de la salle, je mangeais mon repas du soir, hein, mon dîner. Et du coup, au lieu de, ça m'évitait d'avoir faim, parce que déjà quand tu commences à avoir faim, c'est qu'il est trop tard. C'est comme l'hydratation. Quand tu commences à avoir soif, c'est trop tard, et quand tu commences à avoir faim, c'est trop tard. Il faut éviter d'avoir faim, comme ça, t'as pas envie de manger plus. Enfin, moi, parce que quand tu commences à avoir très faim, bah, tu vas vouloir manger beaucoup. Et le pire truc à faire, c'est aller au supermarché quand t'as faim. Moi, je me souviens, enfin, je le fais toujours, hein. Quand j'ai faim, je mange un truc avant d'aller au supermarché parce que sinon je sais que je vais acheter n'importe quoi. Et d'ailleurs, si vous avez faim, mangez des protéines. Les protéines, ça cale, notamment un shaker de prot, ou alors, je sais pas, hein, du fromage, du skyr, ça cale et c'est top parce que c'est moindre en calories. Ça te cale en moins de calories que ce que le sucre te calera.
Donc privilégiez les protéines quand vous avez faim, si vous voulez vous caler. Et un autre petit tips aussi, si vous voulez éviter de manger, si vous êtes accro au Prince ou je ne sais quoi, ou à des aliments qui sont pas trop, pas top, bah, il y a un tips assez simple à mettre en place, c'est arrêter de les acheter. Tu vois, alors ça c'est simple quand tu vis seul, hein. Quand tu vis seul, par exemple, moi je sais que si j'achète des gâteaux, ils font pas 30 minutes. Du coup, j'achète pas de gâteaux, il n'y a pas de souci. Sauf que ma femme, cette merveilleuse personne, bah, elle adore les gâteaux. Non, en vrai, elle aime pas trop le sucré, mais elle adore tout ce qui est snack, tu vois, tous les chips, les trucs comme ça. Et les chips à la truffe. Alors déjà, je lui demande de pas acheter les chips à la truffe parce que quand elle ouvre le paquet, j'arrive à le sentir et du coup, ça me donne envie. Mais je lui dis, si tu achètes ça, parce que elle a pas de problème, tu vois, elle en prend deux, trois chips et ensuite elle referme le paquet. Moi, c'est un truc que je connais pas, ça, tu vois, refermer le paquet. Moi, je me tape le paquet et voilà, hein. Donc quand elle achète ça, moi je lui dis, tu me les caches. Alors tu me dis pas que tu achètes ça, je ne veux pas les voir. Et au final, c'est ce qu'on fait et ça se passe très bien. Donc quand tu vis avec, bah, pas seul, bah, si tu as le luxe d'avoir une étagère, enfin une étagère, un placard pour chacun, bah, essaie d'avoir un placard où tu sais que tu dois pas aller, sinon tu sais qu'il y a le diable dans ce placard. D'un point de vue aussi, tout ce qui est plat préparé, tout ce qui est plat, genre, tu sais, les plats Sodebo, Marie, tout ça, ça, c'est à bannir d'une alimentation. C'est vraiment que de la merde. Il faut éviter les plats qui sont déjà prêts, mais que ce soit Picard ou quoi, quand c'est déjà prêt, c'est de la merde. Faut, faut éviter. Les boissons aussi, les boissons comme les sodas, ça, c'est horrible parce que ça te donne faim. Et en plus de ça, c'est ultra calorique. Donc, évitez autant que possible de boire vos calories. Les calories, il faut les manger. Même les jus de fruits, hein. Les jus de fruits, c'est pas top. Ça peut être super bien quand tu te sens un peu en hypoglycémie. Moi, ça m'arrive tout le temps avec le sport quand je mange mal, quand je mange pas assez de glucides avant de faire une sortie de sport. Les jus de fruits, on évite, tu vois, on évite parce que c'est très calorique, c'est très sucré. Et c'est pas le fait que ce soit sucré, c'est l'indice glycémique, tu vois. Le même aliment, selon la manière dont il est cuisiné, selon sa forme, ça peut changer son indice glycémique. Et justement, les fruits sous forme de jus, ben, ça a un indice glycémique très élevé. Du coup, faut éviter ça, sauf si c'est ce que tu recherches. Par exemple, moi, avant les sorties longues, j'aime bien prendre un jus de fruits parce que c'est justement à peu près, non, à peu près le même effet que prendre un gel, quoi. Un gel de glucides, de sirop de glucose, tu vois. Il faut éviter aussi de sauter les repas. Alors ça, sauter les repas, c'est une mauvaise habitude. Que beaucoup de personnes ont pour différentes raisons, hein. Ça peut être le manque de temps, ou le manque d'envie, ou de ne pas avoir faim. On va éviter de sauter les repas parce que justement, quand tu sautes le repas, en général, tu commences à avoir faim et quand tu commences à avoir faim, c'est mauvais signe. Ça veut dire que tu vas mal manger. Après, il y a les personnes qui vont euh, faire le jeûne intermittent. Moi, je le fais pas parce que je m'entraîne le sport, je m'entraîne le matin et j'aime pas du tout m'entraîner l'estomac vide. Je me sens faible quand je m'entraîne l'estomac vide. Et surtout, les sports d'endurance, l'estomac vide, ça, il faut pas le faire, hein, sinon c'est la meilleure autoroute à l'hypoglycémie. Donc ça, il faut pas le faire. Mais ouais, de manière générale, éviter de sauter les repas, même si c'est manger des petits trucs, de préparer des petits repas à l'avance, pour éviter un maximum de sauter les repas. Ce que font beaucoup de gens aussi, tu vois, c'est qu'ils font quelque chose, ils mangent devant les écrans, tout ça. Quand tu manges devant l'écran, en fait, sur le moment, tu te sens bien parce que tu te dis, ouais, je suis bien, je suis installé devant l'écran, devant la télé, je suis en train de regarder un film que j'aime bien, en plus j'ai mes pop-corn, mais t'as pas faim en soi. T'as pas vraiment faim, c'est que de la gourmandise. Du coup, ça, moi, le mieux, c'est d'essayer d'éviter de manger devant les écrans, tu vois. Donc voilà, ça, c'était quelques petits conseils que je balançais juste comme ça, sans aucune
construction ni organisation, c'était juste des conseils basés sur les erreurs que j'ai vu mon entourage commettre. Du coup, voilà, c'était pour vous aider à surmonter un peu ces erreurs et ces pièges dans lesquels il est très facile de tomber. Je pense qu'on a fait le tour de la nutrition. Là, c'est un épisode qui était assez long et qui me passionne, hein. C'est un sujet qui me passionne, qui est très compliqué. Il y a des fois où je suis pas rentré dans les détails trop longuement parce que c'est assez compliqué. Il y a d'autres fois où je suis trop rentré dans les détails. Je m'en excuse s'il y a des détails qui ne sont pas forcément nécessaires à connaître pour avoir une nutrition équilibrée, mais bon, ça fait jamais trop de mal. Voilà, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires, je sais toujours pas si sur Spotify on peut laisser des commentaires, mais n'hésitez pas à me dire si ce que vous en avez pensé et on se retrouve la semaine prochaine pour un tout nouveau sujet.